Vous êtes de retour sur i24 News. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait toujours beaucoup débat et qui perturbe les consciences, les mères porteuses. Pour ou contre, à vous de choisir. En tout cas, c'est une solution de dernier recours à ceux qui souffrent de stérilité irréversible. Je vous propose tout de suite de regarder un autre reportage. Je voulais rencontrer Brandy. Elle est mère porteuse, elle vit aux États-Unis et elle ne voit aucun problème à ça. Regardez. Brandy est enceinte de 6 mois. Les jumeaux qu'elle porte ont été implantés dans son utérus après une fécondation in vitro. Je vous montre les photos? Les photos, Brandy les envoie ensuite à la mère biologique des jumeaux. Elle n'est en effet que la mère porteuse. Pour ce travail, en plus de celui qu'elle exerce à plein temps, elle reçoit 2 000 $ par mois. Les géniteurs paient également tous les frais médicaux et juridiques. Au total, le coût de l'opération peut monter jusqu'à plus de 100 000 $. Dina Fevelson est la mère biologique. Après avoir survécu à un cancer, les médecins ont jugé qu'une grossesse pour elle serait trop dangereuse. Nous avions 24 embryons congelés et donc nous avons cherché une manière de les transformer en bébés. Grâce à un avocat, Dina et son mari, deux New-Yorkais, ont rencontré Brandy et Mark qui, eux, habitent à 5 heures de route en Pennsylvanie. Après multiples vérifications, Brandy a accepté de porter les jumeaux. Celui-là, il n'arrête pas de cogner. Celui-ci est plus calme. Donc lui, il doit être le chef. J'adore être enceinte. Selon les chiffres officiels, moins d'1 millier de personnes ont recours aux mères porteuses chaque année aux États-Unis. Mais d'après les médecins, c'est beaucoup plus. Si le phénomène est aujourd'hui de plus en plus commun, Brandy raconte que bien souvent, les gens sont surpris. Ils me disent félicitations. Alors je réponds merci, mais ce n'est pas le mien. Les gens ont du mal à comprendre que les bébés ne sont pas à nous, qu'ils ne vont pas nous ressembler, même si c'est moi qui les porte. Et après, je suis obligée de tout expliquer, que ce ne sont pas mes ovules, que ce n'est pas son sperme. La polémique a fait surface lorsqu'une mère porteuse a refusé de rendre le bébé à ses géniteurs. Un épisode qui fait sourire Brandy et Mark pour qui un seul enfant est déjà bien suffisant. Et d'après leur contrat, ils auront de toute façon la possibilité de rencontrer les jumeaux s'ils le souhaitent. Alors Marie, ce problème d'argent, ça vous choque pas? 2 000 $ par mois, vous trouvez ça normal? C'est la question qui est sous-jacente aux mères porteuses. C'est est-ce que ça doit être un métier rémunéré ou est-ce que, comme on en parlait juste avant la pause, est-ce que ça peut être un geste totalement altruiste? Alors justement, le process ici en Israël, c'est quoi? Eh bien, il faut, une fois de plus, éviter tout ce qui dérive, ce que j'appelle dérive. Pour accéder à cette méthode, il faut s'adresser au ministère de la Santé en Israël. Et ensuite, on ouvre un dossier et ce dossier est présenté à des médecins, gynécologues, psychologues, une assistante sociale, un avocat, un représentant de la religion pour dire est-ce que le dossier est acceptable ou non. Accepter s'il s'agit d'une stérilité irréversible féminine. Je reviens là-dessus. Si le dossier est accepté, alors à ce moment-là, on fait un dossier psychologique chez la femme qui décide de porter pour savoir si elle est capable d'aller à travers ce processus. À accepter le fait que cet enfant n'est pas le sien. Pourquoi? Puisque ce sont les ovules de la femme et le sperme de son mari. Si la femme n'a pas d'ovules, on peut recourir à un don d'ovocytes, mais c'est toujours le sperme du mari pour qu'il y ait une filiation. Marie? Alors justement, ça c'est le joli cadre bien et propre qui bénéficie à des gens ici, mais il y a beaucoup de GPA à l'étranger et vous parliez des dérives. Justement, rien de mieux que les images pour en parler. L'Inde, la Thaïlande, le Népal, ce sont 3 pays qui ont pris des législations et qui ont changé leurs lois du jour au lendemain quasiment pour mettre fin aux dérives. Et je vous propose de regarder la bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle Google Baby, fait en 2011 au tout début de la délocalisation des mères porteuses en Inde. Regardez. Okay, I'm Dr. Naina Patel and I'm practicing in vitro fertilization in Anand in Gujarat, India. And of late, I've started practicing surrogacy. And these are few of my surrogates who work with me. All of my surrogates are very humble, simple, nice females. And they are very committed, they are very dedicated, they are very religious. And they want to do their job in a very dedicated manner. These surrogates, I insist, and they always deliver under my care and supervision. And this, as a clinic, we try to supervise as a whole procedure.
אני בא מההייטק, ואוטסורסינג להודו זה מאוד טרנדי עכשיו. שולחים עבודות תכנות להודו כדי להוזיל בעלויות. בגלל שפונדקאות זה החלק הכי יקר בתהליך של הפקת התינוק, חשבתי שאפשר לעשות אאוטסורסינג של הריון להודו. אני מניח שזה יעלה הרבה פחות שם. Why do you want to do surrogacy? કેમ કરવું છે તમારે? You want to buy a house? Yes. You don't have a house? No. Sometimes in pregnancy, the female can have cesarean delivery, okay? Sometimes there is lot of bleeding. And sometimes you must have heard ke bhai mari bhi jai. There is also death in delivery and pregnancy. For that, neither they are responsible nor the clinic is responsible. Now we send the baby out to the mother. Oui, c'est jamais anodin de mettre un enfant au monde. Nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv pour vous demander à vous si vous trouvez que la législation actuelle en Israël est bonne. Regardez. Je ne pense pas qu'il appartienne à l'État de décider si les gens doivent ou non avoir des enfants, par la GPA ou autre chose. Si l'État veut l'autoriser, c'est une chose différente. Mais s'il décide de ne pas l'autoriser, ce n'est pas de son ressort. Oui, je pense que ça devrait changer. N'importe qui peut se le permettre financièrement et trouver quelqu'un qui serait heureux de le faire pour elle devrait le faire. Je pense que ça devrait être permis pour n'importe qui. Je pense même que la loi devrait être modifiée pour permettre aux couples homosexuels d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Je ne maîtrise pas trop le sujet, mais j'imagine que la loi devrait être améliorée. C'est une question difficile. Je pense que les couples, qu'ils soient mariés ou pas, homosexuels ou hétérosexuels, devraient avoir accès légalement à la gestation pour autrui. Je pense que la loi israélienne devrait laisser le pouvoir aux gens de choisir. Yehuda Jaoui, tout ça, ça paraît très simple. On a l'impression qu'on a l'enveloppe d'argent et puis ça y est, on va pouvoir louer un ventre pour avoir un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne faut pas simplifier les choses. Lorsqu'un couple recourt à la gestation pour autrui, elle ne fait pas ça par caprice. De même, la femme qui va prêter son ventre, comme on dit, ne fait pas ça aussi parce qu'elle est insouciante ou elle a besoin d'argent. Puisque nous parlons d'argent, le dédommagement est, à mon avis, une compensation éthique. Et le fait de recourir comment vous avez dit, le fait de faire ça de façon altruiste, c'est un très joli. Certains disent par exemple qu'il faut payer, mais qu'il faut payer simplement pour couvrir les frais qu'engage la mère porteuse, des rendez-vous chez le médecin, les échographies, etc. C'est exactement ce qui se passe en Israël. Le montant total est de 250 000 shekels. Ça fait à peu près 50 000 euros. Voilà. Il y a 150 000 qui sont pour les frais de dossier, d'avocat, d'assurance, et ensuite 100 000 shekels pour la femme. Et la femme reçoit l'argent à partir où elle est enceinte, à partir de la première échographie, à partir du moment où le bébé bouge, au fur et à mesure, et jusqu'à l'accouchement. Est-ce qu'elle protège plus les parents, cette loi-là, ou bien elle protège plus les mères porteuses? Elle protège les deux. Elle protège le couple qui a recours à cette méthode en toute légalité, et elle aussi protège la dignité de la femme. Elle a le droit de changer d'avis, la mère porteuse, ici en Israël? Absolument. Il y a une possibilité de rétractation. Et ça, les parents le savent? Ça le savent dès le début. Ça veut dire que pendant 9 mois, ils ont cette angoisse de ne jamais avoir leur bébé? Absolument. Puisque la femme a le droit de se rétracter, de dire « je veux avorter » dans les conditions légales. C'est-à-dire qu'elle peut changer et le couple ne peut rien dire. Je parlais de la dignité de cette femme. C'est déjà arrivé, docteur Jaoui? Non. C'est ça qui est merveilleux, je pense, dans la loi israélienne. Voilà 19 ans qu'elle est loi, il n'y a pas eu de scandale comme on a. Le seul scandale qu'on pourrait éventuellement voir, c'est justement ce qui s'est passé au Népal, mais qui ne rentre pas dans le cadre de la loi. Allez, on retrouve tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs.
En effet, alors Caroline de La Rochelle se demande s'il est possible de s'attacher rapidement à un enfant lorsque l'on fait appel à une mère porteuse. Elle est elle-même mère de famille et dès les premières semaines, l'instinct maternel avait pris le dessus. Elle se demande donc si on s'attache de la même façon à un enfant né d'une mère porteuse. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, c'est logique comme question. La mère porteuse doit être célibataire ou divorcée. Alors c'est complètement différent des lois ailleurs. Absolument. C'est-à-dire qu'on veut éviter justement. Et puis deuxièmement, il faut qu'elle sache que c'est d'autant plus que ce ne sont pas ses ovules. Elle dit, elle sait qu'elle porte une grossesse pour une autre et que cet enfant n'est pas le sien. Alors ça, si je peux me permettre, c'est aussi quelque chose qui n'a pas toujours été le cas. Et qui maintenant se fait, si ce n'est systématiquement tout du moins dans une immense majorité des cas, je parle à l'international, la donneuse d'ovocytes n'est pas la même que la mère porteuse. Parce qu'il y a eu des cas, et évidemment, il est beaucoup plus facile, notamment d'un point de vue légal, hein, c'est aussi d'un point de vue personnel, mais bien sûr aussi d'un point de vue légal, de montrer que l'enfant, que la mère porteuse est un réceptacle, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et n'est pas la mère génétique de l'enfant. Et j'ajouterais, si vous le permettez, on n'accepte pas que ce soit une cousine ou une parente proche, pour ne pas qu'il y ait de compétition dans la filiation. Et j'ajouterais également, ajoutons, que l'agence, que maintenant, comme c'est un problème récurrent, les agences de gestation pour autrui en Israël, qui donc font des gestations pour autrui à l'étranger, font désormais passer des tests psychologiques aux candidates mères porteuses pour vérifier qu'elles sont aptes à faire la séparation entre leur propre grossesse, leur propre maternité et l'enfant qu'elles vont porter, pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème au moment de la séparation. Allez, tout de suite une autre question de Marianne. Oui, alors pour terminer, nous avons une autre question, celle d'un téléspectateur qui se demande quels sont les recours possibles si l'enfant naît avec une malformation. Il aimerait surtout savoir ce que la législation prévoit dans un tel cas. Eh bien, ce cas est prévu. Le couple, en cas de malformation, d'autant plus qu'il y a de moins en moins de malformations, puisqu'on fait des amniosynthèses, on fait des examens, mais si le cas se produit, le couple peut très bien refuser de récupérer cet enfant. Donc, c'est la femme porteuse qui peut accepter de prendre l'enfant, ou sinon, il peut être remis à l'assistance publique. Alors, ça Marie, je vous laisse parler. Ça, c'est la question très compliquée, très épineuse de l'avortement. Maintenant, donc, il y a des agences qui refusent des mères porteuses qui sont contre l'avortement, pour des raisons morales, religieuses, etc. Pourquoi ? Parce que ce cas de figure s'est produit en Thaïlande l'année dernière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec un couple d'Australiens qui a fait appel à une mère porteuse thaïlandaise. Ils attendaient des jumeaux via cette mère porteuse et une trisomie 21 a été détectée chez un des deux enfants. Qu'a fait le couple ? Ils ont pris la petite fille saine et ils ont laissé l'enfant atteint de trisomie. Scandale monstrueux. La Thaïlande a bloqué au moment de ce scandale tous les visas pour les enfants, exactement comme il est en train de se passer au Népal en ce moment, tous les visas pour les enfants nés par mère porteuse qui sont restés bloqués dans le pays pour se poster contre ce type d'adoption au cas par cas, à l'envie. Est-ce qu'on peut parler, docteur Yehuda Jaoui, par rapport à ce que vient de dire maintenant Marie, finalement à des dérives eugénistes? Est-ce qu'on rêve finalement de l'enfant parfait? On le commande et on va voir le super enfant, ce qui n'arrive pas toujours. Écoutez, toutes les femmes, je suis gynécologue depuis 40 ans, tous les couples désirent avoir un enfant le plus beau, le plus joli, avec les yeux bleus. L'eugénisme naturel existe. Donc, pourquoi faisons-nous des amniosynthèses? Pour vérifier si l'enfant est normal. Donc, pourquoi parler de dérive eugéniste lorsqu'il s'agit de GPA, et dans un couple normal, il est évident que si on découvre une anomalie, eh bien le couple décide, et le couple seul, il peut garder la grossesse ou l'éviter. Oui, donc c'est la même chose pour une mère porteuse. Le couple décide, le couple seul, justement là non, parce qu'on est dans un cas de figure où ça n'est pas le couple seul qui va décider. Si la mère porteuse est contre l'avortement, pour des raisons X ou Y, et que le couple ne veut pas accueillir cet enfant, dans ce cas-là, on a deux volontés qui se croisent. Non. Parce qu'on a l'intégrité de son propre corps, il y en a qui seront pour, il y en a qui sont contre l'avortement, et la volonté des parents. C'est pour cela que avant de recourir à une mère porteuse, toutes ces questions sont évoquées. Et si elle est contre l'avortement, eh bien, elle ne rentrera pas dans le cadre de cette mère porteuse. Vous savez, sur le nombre de dossiers que nous avons reçus, il y en a un certain nombre qui sont à... Est-ce que je peux donner
des chiffres. Je vous en prie, donnez-nous vite les chiffres, justement. Je peux vous donner les chiffres que m'a communiqué Etis Amama, qui est la responsable au ministère de la Santé, en 15 ans. Il y a eu en 18 ans, 1161 dossiers. Et 27% de ces dossiers ne se vont pas jusqu'au bout, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre. Toujours, les enfants naissent par fécondation in vitro. Il y a eu 473 accouchements et 592 enfants, puisqu'il y a des doublés et triplés. Ce chiffre montre le nombre relativement restreint de ce recours à la fécondation in vitro parce qu'elle est réservée à la stérilité féminine irréversible. Merci docteur Yehuda Adjaoui, merci à vous Marie Semla. En Israël, on l'a vu, il y a un cadre législatif qui est bien précis, mais ailleurs on a vu des catastrophes avec vous. La médecine au service de ceux qui injustement ne peuvent pas avoir d'enfants, mais une pratique qui questionne notre rapport avec la parentalité, l'enfant, la transmission. Attention aux dérives et espérons que la législation s'étende dans le monde entier en prenant en considération la souffrance des parents stériles, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, la dignité de la mère porteuse, tout en restant dans le cadre de l'éthique, n'est-ce pas Marie? Ça fait un beau cahier des charges. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous.